Pardon. En Seine-et-Marne, bah, faut que vous alliez voir Jean Daniel ou quelqu'un qui est sur l'Île-de-France et qui maîtrise parfaitement en termes de connaissances tout ce qu'il est possible de faire. Après, pour le financement, bah, il faut casser les pieds à la GFIP en disant voilà, il y a une possibilité. Non, mais bah, il y a un moment donné, on est encore obligé de se battre, alors il faut le faire. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, il faudrait peut-être faire remonter en direction de la GFIP et enfin, plus généralement des financeurs du handicap l'idée que c'est une vision qu'on n'a peut-être pas forcément d'un point de vue économique, c'est que quelqu'un à qui on finance un véhicule qui va retravailler, c'est quelqu'un qui rentre dans la vie active et qui, entre autres, va cotiser et donc contribuer. Oui, oui. En France, on décide toujours des choses en fonction de ce que ça coûte et on ne regarde jamais combien ça coûte de ne pas faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur Roux. Oui, bonjour Claude Roux, directeur prévention. Moi, ça me rappelle un truc qui m'a toujours gêné, c'est la loi 2005 sur le handicap. Elle est géniale parce qu'elle pose des règles qui étaient nécessaires et elle permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Le droit à l'emploi, l'aménagement du domicile, le paiement des indemnités, les ententes intéressantes avec les assurances. Puis il y a un trou. Il y a un trou dans cette loi, c'est le déplacement. Il n'y a pas un mot sur le retour à la mobilité. C'est bien de rentrer chez soi avec une maison remise en état par la sécurité sociale, en domotique, quand on a besoin, avec tout ce qu'il faut comme aménagement. C'est bien d'avoir été rééduqué parfaitement dans les centres de rééducation. C'est bien d'avoir un employeur qui a aménagé l'emploi. C'est bien d'être prioritaire sur un emploi. C'est bien d'avoir des aménagements de dette. C'est bien d'avoir des aménagements financiers pour les études des enfants. Et derrière, on fait quoi? Et ce trou-là, on est en train d'essayer de le combler avec des bouts de ficelle. Alors, le soutien de telle structure, telle autre, telle négociation, on monte des réseaux. Non, c'est pas sérieux. Il est absolument fondamental et nécessaire de redonner une règle précise sur le retour à l'emploi. En matière de coûts, il y a des règles en France. Et puis il y a un ministère des Finances qui, je crois, une direction générale de la concurrence et des prix, qui veille à la régularité et au bon niveau des coûts et au respect du bon sens dans les coûts. La DG Concon, comme on l'appelle banalement entre nous, peut être consultée sur le tarif qui est proposé par des auto-écoles. Il y a des prix. Un handicapé, c'est quelqu'un qui est normal, qui a droit à toutes les activités possibles et inimaginables, dans la limite de ses capacités, mais il a droit au même tarif que les autres, sauf justification reconnue par la société et aide spécifique prévue par la loi 2005. Ou alors la loi 2005, elle ne sert à rien. Moi, ça, excusez-moi pour ce petit coup de gueule, mais il y a un trou dans cette loi et ce serait bien de le combler. Ouais. Si je peux me permettre, Marianne Manchon qui va arriver, qui est à l'époque la ministre qui a fait voter cette loi, vous le dira certainement, mais l'accessibilité et la mobilité est prévue, mais à horizon 2015. En dehors du coût, hein, je ne parle pas des coûts pour les transports publics, pour les IRP, établissements recevant du public. Philippe, on ne parle pas de la même accessibilité. 2015, c'est l'échéance pour l'environnement. Ce qui me permet, moi, peut-être de faire une petite... Oui, bien sûr. Mais je voudrais qu'on traite un sujet qui, je pense, tient à cœur de pas mal de gens dans la salle, c'est le problème des homologations et des difficultés liées à l'homologation des véhicules. Parce qu'on a vu un petit film tout à l'heure, Maurice Croix, que vous avez pu voir, qui était très sympathique, qui a exprimé à quel point la solution technique qu'il utilisait était pour lui garante d'autonomie, sauf qu'il y avait un petit hic, c'est que voilà, l'aménagement qu'il a sur son véhicule n'a peut-être pas forcément fait l'objet de l'ensemble des réceptions qu'il aurait dû avoir. Voilà. Et on s'est trouvé confronté, nous, dans les débuts des démarches du CRM, à beaucoup de questions autour de ça avec les équipementiers. Et c'est actuellement extrêmement compliqué d'avoir des réponses claires pour savoir si un véhicule est réceptionné ou pas. Et donc là, je vais m'adresser un petit peu à M. Desvignes. Je pense qu'il y aura des questions dans la salle. C'est comment est-ce qu'on pourrait organiser le système pour que, au moins, on sache oui ou non. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, au niveau du CRM, nous, on y a passé des heures. On n'arrivait pas à savoir si c'était oui ou non. Alors, quand vous dites oui ou non, c'est oui ou non le véhicule est réceptionné ou oui ou non je peux le réceptionner? Les deux. Les deux. Alors, oui ou non je peux le réceptionner, il faut prendre contact avec les DREAL, ou alors on peut faire un groupe, on peut travailler là-dessus. Il faut que pour chaque modification,
la modification soit décrite pour savoir comment elle se situe par rapport au texte. Alors je sais que quand je dis ça, je n'apporte pas beaucoup de solutions, mais on en est là. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des transformations qui suppriment le frein à main. On en a vu. Ben ça, c'est non. Par contre, des freins à main qu'on déplace, ça peut être possible, moyennant un essai. Enfin, il y a toute une recherche comme ça à faire. Alors, on peut imaginer d'établir peut-être pas un listing, un papier sur tous les éléments qu'on peut trouver dans les véhicules, mettre en face quelle est la réglementation qui est mise en cause et mettre à côté quel élément qu'on doit apporter pour solutionner. On peut imaginer de faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce papier n'existe pas parce que c'est des réceptions individuelles, par définition, c'est toujours des cas particuliers. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde ne dit pas tout. Et puis après, le véhicule est réceptionné ou ne l'est pas. Alors des fois, il ne l'est pas parce que la personne ne fait pas la démarche. Des fois, il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas. Ou alors, on ne peut pas parce que réglementairement, ce n'est pas possible, ou parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout des équivalences qu'on pourrait faire. Alors encore une fois, je n'apporte pas de solution, là, mais j'ouvre une porte quand même. Peut-être des réactions dans la salle. Quelles peuvent être les suites si un véhicule n'est pas homologué? On circule sur la route, on a un véhicule pas homologué. On a eu des cas qui nous sont montés de véhicules bloqués en service au contrôle technique, de véhicules bloqués par un assureur suite à un accident parce que véhicule non réceptionné. Ça, je ne sais plus quel est l'assureur. Mais on a... Et puis, de toute façon, globalement, c'est le problème de la sécurité de la personne qui conduit, en sachant que les gens ne sont même pas toujours informés que leur véhicule doit être réceptionné. Bon, là aussi, il y a un problème d'information. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que la balle est dans le camp, bien sûr, des ministères, de la délégation de sécurité routière. Mais je pense qu'aussi, il faut que les aménageurs, les carrossiers, essaient de parler un peu d'une même voix pour harmoniser leurs pratiques. Et alors, nous, tout ce qu'on peut faire au niveau du CRM, puisqu'on n'a aucune autorité, c'est réglementaire, c'est de diffuser de l'information. Alors, ça nous a mis dans des situations un peu difficiles parce qu'on a diffusé de l'information. Quand quelqu'un nous demandait si un véhicule était réceptionné et qu'on n'avait pas de preuve de sa réception, on disait qu'on ne savait pas ou que le véhicule n'était pas réceptionné. Et donc, on a travaillé déjà pas mal, puisqu'on est centre d'expertise pour la CNSA, avec la CNSA. Et ce qui est clair, c'est qu'on diffuse l'information du type, par exemple... maintenant, lorsque vous demandez à la MDPH de prendre un dossier sur un aménagement pour la conduite automobile, on va vous demander si vous êtes passé en commission médicale et si vous avez le certificat d'aptitude. Et on va aller, nous, dans le sens de dire les MDPH, il faut qu'on travaille avec elles, devraient demander systématiquement de savoir si le véhicule a bien été réceptionné. Et je pense que le véhicule ne pourrait pas être remboursé s'il n'est pas réceptionné. Donc ça me paraît assez logique. Un organisme qui dépend de l'État ne peut pas financer un produit qui n'a pas été réceptionné, donc qui n'assure pas a priori une sécurité. Maintenant, il faut mettre en place, je vous donne la parole, il faut mettre en place une organisation pour que ça se passe bien aussi pour les carrossiers, parce que c'est extrêmement compliqué de leur côté. Oui, un complément, c'est pas l'acheteur du véhicule qui doit gérer la réception à titre isolé. Hein. C'est absolument une démarche qui doit être fournie par le transformateur. L'acheteur lui-même, il ne saura pas. Il n'aura pas les documents. Et puis une fois que le véhicule est vendu, il faut que ça soit vraiment une démarche qui soit liée à l'achat du véhicule. J'achète un véhicule homologué. Ou s'il n'est pas homologué, parce qu'il n'a pas besoin de l'être. Mais cette partie-là doit être assumée par le transformateur. C'est son rôle quand même. Hein. C'est pour ça que pour l'usager, ce qui est important, lui, c'est de savoir si c'est homologué ou pas. De toute façon, techniquement, moi, j'y connais rien en mécanique, je vais vous dire. Mais par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il ait l'information, mais que cette information soit fiable, comme un label. C'est-à-dire, si on lui dit il est homologué. Parce que comme il a été dit dans la présentation de Escavi, c'est que des fois, on dit c'est homologué, oui, mais c'est homologué pourquoi? On ne sait pas trop. Donc il faut qu'on ait des garanties par rapport à ça. Si le véhicule est homologué, il a ce qu'on appelle un procès-verbal de réception. Donc là, c'est un papier, je dirais c'est simple, c'est écrit dessus. Le véhicule est homologué comme ça. Donc maintenant, effectivement, si c'est une déclaration, il faut aller plus loin que la simple déclaration. Oui, je me suis occupé de tout. Des questions dans la salle? Oui.
Oui, monsieur Devine, madame. on se connaît très bien, Bonjour. voilà, ça tombe bien. Qui c'est qui va former les DREA? Alors, parce que là, on parle un petit peu... il y a une seule réglementation, il n'existe que sur la réglementation TPMR. Donc, mélangeons pas tout. Si on parle des véhicules de la conduite, il faut parler au niveau de la conduite. Qui c'est qui va former les DREA? Voilà. Et les DREA, enfin bon, peu importe le nom, voilà. Je ne suis pas particulièrement en charge de ce domaine-là, mais je peux répondre. Les agents des DREAL qui font les réceptions à titre isolé ont également des formations qui sont faites dans différentes écoles. Alors aujourd'hui, il est vrai que la formation qui existe, elle a lieu essentiellement sans entrer sur le fauteuil roulant. Elle n'est pas faite au niveau des aides à la conduite. Alors bon, c'est un point qu'on peut mettre en œuvre, mais tout est à faire là-dessus. Mais pourquoi pas, effectivement. Bon, sachant quand même que tout n'est pas aussi compliqué que ça. Les gens qui sont habitués à travailler une réglementation, ils savent l'adapter au cas particulier. Aujourd'hui, le plus gros problème qu'ont les gens sur le terrain, c'est que souvent, ils ont des procès-verbaux étrangers dans des langues qu'ils ne maîtrisent pas et des procès-verbaux qui ne sont pas complètement transparents. Donc là, il faut les traduire, il faut les exploiter. Ça aussi, c'est une vraie difficulté. Mais ça, je dirais, on peut les aider, vous pouvez les aider. Bon, ils ne sont pas seuls quoi, sur le terrain. Même si c'est vrai que je suppose que certains de mes collègues doivent se sentir seuls quand ils voient arriver un véhicule complètement modifié, sans papier d'homologation. Je suis certain. Oui, madame, vous aviez une... Moi, je suis ergothérapeute en MDPH et je me demande un petit peu quel est notre rôle par rapport à ce certificat, ce procès-verbal de réception. Nous, ce qu'on peut faire, c'est informer les personnes de ce besoin. Mais après, nous, on suit le processus de la compensation jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on les amène à avoir du financement sur quelquefois des matériels qui sont peut-être non homologués. À quel moment il y a quelque chose de systématique qui accompagne la personne pour qu'elle s'assure de son homologation? Aujourd'hui, nous, juste, on peut les informer. Par rapport au MDPH, moi je veux bien proposer un groupe de travail sur ce question-là, au niveau national. Parce que je pense que pour les DREAL, c'est un peu le cas aussi. On a constaté qu'on avait des véhicules qui étaient réceptionnés dans une DRIR avant, une DREAL, et le même véhicule va dans une autre DREAL, il faut tout recommencer. Alors que je peux téléphoner à l'autre DREAL et savoir comment... Peut-être, hein, moi je ne sais pas. Monsieur Bunel? Oui, c'est vrai. Vous avez fini sur l'homologation? Non, moi j'aimerais ouvrir sur un autre débat là qui est très important, sauf si monsieur l'animateur ne veut pas me donner la parole. Philippe Streff. Par rapport à l'homologation du véhicule qu'on a vu en vidéo tout à l'heure, la personne qui n'est pas sur le plateau, mais qui rentre avec son fauteuil roulant dans son véhicule. Moi, tous les jours, j'ai, en tant que conseiller handicap de monsieur Nevache, à la délégation interministérielle de la sécurité routière, des demandes de personnes, et je leur dis non, c'est pour l'instant, puisqu'on a eu plusieurs constructeurs. Donc et lui a dit dans la vidéo, alors je m'adresse à Claude, je ne sais pas qui a réalisé cette vidéo, est-ce que ce monsieur a un système homologué? Il ne me semble pas, parce qu'à ma connaissance... Si. Alors, il y a des véhicules qui ont été réceptionnés, notamment celui de Tanguy de la Forêt, donc il a été réceptionné. Il y a d'autres véhicules qui... Non, je parle de fauteuils qu'on utilise manuels comme c'est mon cas. Bon, pour l'instant, en France, non. En France, il n'y a pas. Mais on a vu des exemples en Suède où il y a des produits qui commencent à sortir. Je ne connais pas leur niveau, Peter. Je ne sais pas où, Peter. Donc, c'est homologué et crash testé en Suède. Donc là, la question qui se pose, c'est comment on transpose Donc, ce monsieur au niveau national. De voitures homologuées, alors, Maurice. S'il y a eu des essais de crash test en Suède, il y a quand même des grandes chances que les essais qui ont été faits en Suède soient à peu près identiques à ceux qu'on demande ou équivalents. Et là, il y a un travail d'expertise à faire. J'ai un PV suédois, ils ont testé quoi? Est-ce qu'ils sont testés par rapport à un texte suédois ou est-ce qu'ils sont reliés par rapport à une directive européenne? Et là, on arrivera à une solution. Bon, ce n'est pas toujours les cas des véhicules que vous avez présentés, quoi. Docteur Bunel? Oui, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qui nous préoccupe? On a 3 gros problèmes. On a tous les cérébraux lésés
et l'aptitude à la conduite automobile avec leurs troubles cognitifs, comment on fait? Quelle est la prédictivité? Comment on contrôle? Comment on évalue?